Bienvenue à la centrale à gaz de Lobaba. La centrale à gaz commence par avoir deux puits, deux têtes de puits. Vous voyez les têtes jaunes là, les deux têtes de puits que nous avons. On les a appelées LA 105, LA 106. The gas which is on the well is a really pure one, but it still has some liquid. We call it condensate, which is like very light oil. And some really small water and some traces of sand. Donc, le gaz qui est extrait de ces puits est pur, mais il y a des petites traces d'eau et des petites traces de condensat, et aussi avec des trop faibles quantités de sable. In this condition, the gas cannot be utilized in burners or boilers or any of the facilities. That's why this plant is built to clean it. Dans ces conditions brutes, le gaz ne peut pas être utilisé dans les chaudières ou dans les brûleurs dans les entreprises. Raison pour laquelle cette centrale a été construite pour nettoyer, pour la rendre propre avant qu'elle ne soit utilisée à l'extérieur. The first equipment which does this separation are the two big blue towers, which are filters. They are simple sand filters. They are so big because they can hold very high pressure. Pour commencer le processus de nettoyage, on a ces deux équipements bleus. Là, c'est les filtres de nettoyage du gaz. Donc, ils sont grands parce que ça peut contenir le gaz à une très grande pression. Donc, le nettoyage du gaz qui est extrait du puits commence par ces deux filtres que vous voyez là en bleu, derrière les têtes de puits. The maximum pressure of the well can be 350 bar, but they can work up to 500. La pression maximum des têtes de puits peut être à 350 bars. Elles ont été construites à pouvoir travailler jusqu'à 500 bars. You see the ice pipe. The ice on the pipe is because before the ice there is a flow regulator, we call it drop valve, where the pressure is dropped from 300 down to 100. And when the pressure drop happens, due to the expansion, it cools down the environment. That's why there is ice on the piping. Pour ceux qui le peuvent, si vous vous courbez, vous allez voir qu'il y a une section du tuyau qui a la glace, c'est comme c'est blanc. Okay. Glacé. Voilà, c'est glacé. Cette glace, c'est parce que avant cette section du tuyau, il y a un régulateur. Et après le nettoyage, après ce régulateur, la pression baisse à moins de 100 bars. Et à cause de l'environnement, avant de continuer son circuit, la pression baisse et la température baisse aussi. C'est ça qui la rend glacée et ça a l'apparence sur le tuyau pour obtenir l'autorisation de fonctionner indépendamment classé. Donc, quand ils viennent ici, par exemple, lorsqu'on commande les bacs là, il y a une inspection qui est faite chez le fabricant. Mais avant qu'ils n'arrivent, on les notifie que les bacs vont arriver tel jour. D'accord? Ils viennent faire un constat du bac, regarder à quoi ça va servir et maintenant vérifier les mesures de sécurité, comment est-ce que ça a été construit, à quelle pression ça va être soumis, est-ce que ça peut résister à cette pression. Certification, voilà. Hydrotest. Exactement. Et puis maintenant, on leur remet le certificat de conformité du fabricant. Et puis eux aussi, s'ils sont contents avec, ils nous donnent un procès verbal de constat et puis donnent leur avis favorable pour leur utilisation. C'est ce qu'ils viennent faire généralement. Et puis, chaque fois qu'on construit les lignes, comme Alfred a dit, on vous a dit qu'on a un réseau de 13 km. Jonathan vous a dit ça ce matin. Nous avons sectionné le réseau avec les vannes. Donc quand on finit un bout de réseau, on les appelle. Ils viennent faire le hydro test, le test des 3 tests à pression. Ils font le pneumatic test, which is air. Ils font le hydro test avec l'eau. Et puis ils font aussi le test de résistance avant qu'ils nous donnent le certificat de conformité pour utiliser ce bout de tuyau. Ça, c'est ce que notre législation demande pour les équipements à pression. Et pour la vérification des quantités qui sont produites, comment est-ce que les ministères l'effectuent? Ça, c'est le ministère de Commerce. Au Cameroun, nous avons le ministère de Commerce. Au départ, tout établissement qui a une activité envers les clients, qui utilise soit n'importe quel type de compteur, que ce soit les manomètres, les compteurs électriques, whatever,
avant qu'on ne commence à les utiliser, le ministère du Commerce doit d'abord être informé des compteurs, des types de compteurs qu'on va utiliser, regarder les variations de ce compteur pour favoriser, pour protéger le client qui pour nous sont les entreprises. D'accord? Et puis, à une fréquence que je n'ai pas en tête, l'entreprise envoie un rapport au ministère du Commerce pour parler de l'état de calibration in French, des rapports, oui, de calibrage, si c'est ça, des équipements, des compteurs qu'on a. Et si jamais, peut-être le délai d'envoi de ce rapport dépasse ce qu'on n'a pas envoyé, ils ont le droit de venir même sans nous aviser pour s'assurer que c'est toujours étalonné, on n'a pas manipulé, on n'a peut-être pas fait ça à soi, peut-être plus 5, plus 10 pour défavoriser le consommateur. Donc c'est l'entreprise qui a Tout ce qu'on installé. fait peut être fraudulé. C'est l'entreprise qui a installé le compteur. Le ministère n'a pas de mécanisme de contre-expertise. Non, la loi du commerce dit, mais dans la pratique, ils viennent au début quand on l'installe, ok, mais le reste, il dépend des rapports qu'on les envoie. Et ils viennent aussi annuellement pour s'assurer qu'on va changer l'étalonnage qui est sur les compteurs. Une chose peut-être, le client dont on parle ici, c'est Rodeo ou bien c'est tous les autres quand on parle de clients? Et vous les servez où? Où est-ce que vous les servez? Chez eux. On vous a dit, il y a le réseau de distribution, ok. Et puis entre notre réseau et eux, on a ce que nous appelons le Pressure Reduction and Metering Station, qui est notre PRMS, ok, qui permet, il y a aussi un filtre là, il y a un compteur. Et également, ça sert de contact avec notre salle de contrôle, nos 2 salles de contrôle. Okay? Donc, après le PRMS, ça va directement dans sa chaudière ou dans son brûleur. D'accord, donc l'entrée c'est ça, la sortie c'est? La sortie est de l'autre côté. En rentrant, on va voir, il y a un tuyau jaune là, la sortie est là. Et je vous ai dit, on a d'autres prospects à Lubaba. Okay? Pas seulement LA 105 et LA 106. On a d'autres prospects à Lubaba. Donc, selon l'évolution de notre activité, on va redéfinir le champ d'évacuation du personnel ou des gens qui sont dans la localité. Monsieur. Sur le plan de la politique de votre emploi, est-ce que la société emploie les habitants locaux au niveau de l'entreprise? Oui. En fait, sans vanter ma société, nous on l'a fait de notre volonté. Okay? Parce que pour vous, avec votre expérience des études extractives, les projets qui sont financés par l'IFC ou la Banque mondiale, il y a certaines exigences que la Banque mondiale impose aux entreprises qui bénéficient de leurs dons, de leurs prêts. Mais Rodeo ne bénéficie d'aucun prêt d'aucune banque. Okay? Donc nous, la majorité d'entre nous qu'on a recrutés en Angleterre ou en France ou aux États-Unis, nous sommes venus pour avoir travaillé ailleurs. D'accord? On a essayé d'introduire, je ne veux pas appeler ça bonne pratique, peut-être c'est pas, vous pouvez penser que ce n'est pas la bonne pratique, mais nous on a appelé bonne pratique parce qu'on sait que c'est ce qui doit être fait. D'accord? Donc, pour par exemple l'expropriation et certaines choses, nous n'avions pas l'obligation de le faire. Mais nous nous sommes imposés en tant qu'entreprise de s'assurer qu'autour de la centrale, les personnes qui ont une certaine compétence, okay, on les recrute en priorité. Donc, comme là, je vous disais tout à l'heure que nous avons des personnes qui travaillent à la salle de contrôle et dans la centrale, nous avons une agence camerounaise qu'on appelle la FNE, le Fonds National de l'Emploi. D'accord? Donc, nous avons demandé, on a fait les annonces radio, on a fait des spots publicitaires, on a fait des annonces dans le Cameroun Tribune. Nous avons demandé aux Camerounais qui se sentaient capables de travailler dans l'exploitation de la centrale et déposer leur CV au Fonds National de l'Emploi. Et les experts du Fonds National de l'Emploi ont trié les CV selon les compétences dont on avait besoin. Et la priorité était à ceux qui habitaient le Baba et leurs environs. Mais on peut avoir le nom par catégorie. Bon, maintenant, sachant, non, je n'ai pas ces détails. Je n'ai pas ces détails parce que pendant la période contractuelle, nous avons donné notre exigence à Expro, d'accord? Expro avait la lassitude de décider qui il prenait. Mais maintenant, pour nous, comme vous avez vu par exemple les gens qui creusent à l'extérieur des tuyaux, qui nous reviennent directement,
on dit aux contractants que dans votre personnel, arrangez-vous qu'il y a peut-être 5% de personnes autour selon les compétences disponibles. Donc pour cela, si jamais, d'un exemple banal, si jamais le contractant veut les soudeurs, ok, et puis il n'y a pas de soudeurs dans le village, ils ne vont pas prendre les gens du village. Et la majorité des travaux qui sont effectués par les gens du village, c'est les travaux de manœuvrage, parce que la majorité d'entre eux n'ont pas les compétences d'occuper certains postes techniques. Mais la société a créé... Merci. En fait, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes arrivé souvent d'intervenir dans le social, c'est-à-dire d'aider les écoles ou des dispensaires qui sont dans le quartier, parfois donner des subventions ou quelque chose comme ça? Oui, mais peut-être pas aux exemples que vous avez donnés. Autour de l'Ogbaba, nous avons des hôpitaux, ok. Et si ma mémoire ne me lâche pas comme elle le fait ces derniers temps, l'hôpital de l'Ogbaba avait organisé une semaine de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires pour la population. Ils sont venus nous voir, nous leur avons donné plusieurs millions de francs pour supporter leur projet. Okay. En ce moment, nous sommes en train de construire un forage à côté de la chefferie. Ça a juste un peu traîné parce que peut-être si vous avez l'expérience de travailler avec la population, les demandes sont souvent correctes, mais la gestion et la suite, c'est souvent compliqué parce que certaines personnes veulent s'approprier de ce qui a été mis en place. Donc, il y a eu des discussions avec la chefferie sur qui va opérer le forage. Par exemple, là, on ne l'a pas encore inauguré, mais le forage est presque prêt pour qu'ils utilisent. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est ce que nous faisons notamment. L'entreprise a créé combien d'emplois permanents? Les emplois permanents, nous avons au niveau de la direction canton. Je ne peux pas aller dans les détails, mais on voit le poste de direction générale, directeur de la sécurité, directeur on peut avoir 60, 60 parce qu'à Rodeo, nous sommes 60 et il y a 3 expatriés, donc 60 moins 3. Le reste, c'est les Camerounais. Ok. Il y a un contrat qui vous lie à l'État camerounais, n'est-ce pas? Personnellement ou l'entreprise? Non, l'entreprise. Oui. Il est disponible et accessible? Non. Pourquoi? Parce que c'est un contrat. Le contrat concerne 2 personnes. Non, dans le contrat, vous-même, vous avez parlé des choses souvent qui peuvent concerner les populations. N'estimez-vous pas que les populations aussi, qui de façon indirecte ont des intérêts qui figurent dans le contrat, aient aussi accès à ces contrats-là? Non, je reviens. Quand c'est le contrat, c'est non. Regardez, j'ai parlé tout à l'heure du ministère des Mines et du Développement technologique. D'accord? Avant que le ministère des Mines et du Développement technologique vous donne ce qu'on appelle le décret d'exploiter un établissement classé, j'ai parlé de 30 jours tout à l'heure à l'extérieur. Les 30 jours sont divisés selon les processus. Et un processus qui est dans ces 30 jours, c'est la consultation publique. Okay? Donc, pendant les 30 jours, on décide un jour avec les autorités de la place où on invite la population de venir, on les présente le projet et ils nous disent également ce qu'ils attendent de nous. Ça a déjà été fait. Et la seule demande qui a été récurrente, que vous avez constaté, c'est que les gens des voisinages ont demandé qu'on essaie d'améliorer la route, l'accès pour arriver ici. C'était la demande qui est venue. Quand je lis les réponses que je donnais ce jour, qui est venue plus de 10 fois. Mais puisque pendant cette réunion, il y avait le préfet, il y avait un représentant du gouverneur, ils ont répondu à notre place. Et ce que j'ai dit à peut-être certains d'entre vous, ils ont dit au Cameroun, c'est l'État qui arrange les routes. Ok? Donc, ce que nous, on va faire, ce qu'on veut faire, c'est de revoir le délégué du gouvernement et lui dire que, puisque cette route maintenant, pour moi, ça constitue un facteur de sécurité aussi. Okay? Parce que si jamais il faut faire une évacuation rapide, on ne peut pas facilement sortir d'ici avec l'état de la route. Donc, la semaine prochaine, le DG et moi et Daïrou, bon, quelqu'un d'autre, certains de vous ont parlé avec Daïrou, on va voir le délégué du gouvernement pour lui dire ce que nous on veut faire pour qu'il essaie d'arranger les routes. Mais c'est ce qu'ils ont demandé le plus, quoi. Ils n'ont pas demandé d'autre chose. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais rester sur sa question. Je voudrais rester sur sa question pour dire que dans les contrats extractifs, il y a des obligations financières qui sont des taxes que vous payez à l'État. Mais parfois, dans ces contrats, il y a des obligations liées aux infrastructures, il y a des obligations sociales, qui sont des obligations qui bénéficient directement aux populations. Et donc, sans l'accès
au contrat, les populations n'ont pas la possibilité de revendiquer voilà. Et donc de savoir finalement à qui incombent ces obligations. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça qu'il a posé la question de savoir est-ce qu'il est possible d'avoir accès au contrat, parce qu'il n'y a pas que les obligations financières, c'est-à-dire les taxes que vous devez payer. Dans certains contrats, il y a des obligations financières qui incombent aussi à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est clairement libellé que cette entreprise va construire un certain nombre d'infrastructures, qui peuvent être des infrastructures routières, des infrastructures sociales, des hôpitaux, des écoles. Donc si on n'a pas le contrat, on ne peut pas savoir. Et donc, on ne peut pas suivre ces obligations. Et comme vous-même, vous l'avez constaté, les ministères parfois aussi sont défaillants dans le suivi des projets. Et donc, la population qui a un intérêt direct à la réalisation des obligations, par exemple, infrastructurelles, peut mieux suivre que l'administration. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il a posé la question. Bon, je vais répondre à votre question en répétant certaines choses que j'ai dit avant. Premièrement, par rapport au contrat, vous ne pouvez pas avoir accès. Ça, c'est une chose, c'est clair. Deuxièmement, lorsque une entreprise s'installe dans n'importe quel pays dans le monde, il a l'obligation de se conformer avec les exigences de l'État, de ce que l'État lui demande de faire. Dans notre relation avec l'État camerounais, on a des choses qu'ils nous demandent de faire et que nous avons faites au-delà de leur attente. Donc, raison pour laquelle dans le processus d'autorisation d'opération, il y a ce volet d'audience publique. L'audience publique permet aux Camerounais, s'ils pensent que l'État devrait faire quelque chose, devait faire l'entreprise faire quelque chose, et que l'entreprise ne l'a pas fait, ou n'a pas fait à leur satisfaction, au Cameroun, je vais vous analyser à quelques Camerounais ici, au Cameroun, ces audiences publiques sont organisées par les hautes autorités de la localité où le projet est réalisé. Et lorsqu'on a fait notre audience publique, il y avait ces autorités là-bas, et la population avait la lassitude de poser des questions. La prochaine, c'est la prochaine, c'est non, attends, c'est une différence parce que la population peut participer à l'audience publique, mais après, ne sont pas les décisions qui ont été prises. Pourquoi vous pensez que les populations ne peuvent pas avoir accès à cette partie? Non, je répète parce que c'est un contrat. Oui, mais un contrat lie deux personnes. Vous avez tout à l'heure parlé des bonnes pratiques. Oui. Les bonnes pratiques internationales, allez sur le site des ministères des mines de la RDC par exemple, vous allez taper, vous verrez les contrats des entreprises minières. Donc quand vous dites, et qui sont également des contrats entre ces entreprises et l'État. Mais ces contrats-là sont disponibles sur les sites. Donc quand vous vous dites, on ne peut pas le rendre public, nous on a envie de savoir quelle est la raison fondamentale, la raison pour laquelle vous pensez que vous ne pouvez pas le publier, parce que en matière de bonnes pratiques, il y a déjà pas mal de pays qui publient ces contrats. Qui publie? Attendez, on va vous... Les entreprises et l'État. Les entreprises et l'État. Si le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, d'accord? Je vais faire une éclaircie. Si vous permettez, si le ministère des Mines ou le ministère de l'Environnement ou n'importe quel ministère avec qui nous travaillons, décide de publier notre contrat, on n'a pas d'objection. Mais je dis par exemple, quand lui me demandait si c'était accessible, je comprenais de sa question que est-ce qu'on peut repartir au abonné, je lui donne une copie, ou je fais lire une copie. C'est entre autres méthodes de publication des contrats. C'est-à-dire que ça peut être sur un site, ça peut être qu'on vient dans votre bureau et puis on a accès à ce contrat. Ce que je dis, à ce volet de publication, je répète non, moi je ne peux pas le faire dans mon bureau, lui donne le contrat. Moi je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que peut engendrer comme aspect négatif sur votre entreprise avec l'accessibilité au contrat par les populations? Qu'est-ce que ça peut entraîner de négatif pour votre entreprise? Alors, où est le problème que ça soit accessible? Voilà, je voudrais quand même que l'on clarifie quelque chose. Vous voulez clarifier? Allez-y. Et puis après, vous allez... Moi, je suis Camerounais. J'ai des conventions minières de Géovic, c'est public, de CNK Mining, que vous connaissez parce que vous êtes dans le secteur, c'est public. Toutes ces conventions-là sont publiques. Lorsqu'on fait les études d'impact, le rapport, quand vous faites les consultations publiques, là, ce n'est plus quelque chose qui vous lie vous seul avec l'État, ça vous lie avec tout le public et ça doit être public.
S'il y a des clauses de confidentialité, peut-être que vous ne voulez pas dire combien vous payez, dites que l'étude d'impact n'est pas un document caché et il fait partie dans votre contrat, j'imagine, intégrante du contrat. Donc, c'est à ce niveau. Maintenant, vous dites également des choses concernant les populations, y compris le décret que vous avez eu il y a 6 semaines. S'ils ne sont pas informés, vous allez voir. Voilà. Merci pour l'éclaircie, ok. Écoutez, monsieur, évitons la nuance, d'accord? Je ne vous dis pas et je n'ai pas dit qu'on ne doit pas publier le rapport de notre étude d'impact environnemental. Je ne vous dis pas et je n'ai pas dit qu'on ne va pas publier le rapport de quelle étude impact social qu'on a. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de Victoria Oil and Gas, vous allez voir ces rapports sont là. Ok? Moi, j'ai compris le contrat avec lui, nos négociations, les prix de vente, à quel prix l'État nous obligerait de vendre le gaz, à quel prix on a acheté la concession, j'ai cru que c'est ce qu'il voulait dire dans le contrat. Ce que je dis, si c'est lié à ça, moi je dis, si c'est dans le site, et je ne sais pas si les négociations financières entre une entreprise et une autre peuvent être mis sur des sites, je ne sais pas. Ok, mais par rapport à l'étude d'impact environnemental, aujourd'hui c'est disponible sur notre, bien avant que je ne rejoigne Rodeo, c'est disponible sur le site juste après validation, ça a été disponible sur le site internet. L'étude de faisabilité aussi? Oui, celui-là aussi est là, sur le site internet de Rodeo. Victoria Oil and Gas. Moi je voudrais simplement attirer votre attention. Ce n'est pas pour polémiquer. Je rappelle que nous sommes des organisations de la société civile. Ces organisations sont soucieuses de la défense des intérêts des populations, surtout qui résident dans les zones à exploitation, que ce soit du gaz ou du pétrole ou autre type de mine. Donc, maintenant, nous, notre revendication, si on peut exprimer comme ça, ce n'est pas en syndicaliste que nous venons. C'est pour que les entreprises comme vous, que vous compreniez qu'au-delà du rôle que l'État doit jouer avec vous, il y a les intérêts des populations aussi en jeu. Je suis d'accord. Voilà. Eu égard à cette situation, vous savez, vous pouvez prendre des dispositions allant dans le sens de l'indemnisation de la population, que le gouvernement dit oui, donnez-nous l'argent, on va le faire. Comme la route, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, la route, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'État. Maintenant, si la population était au courant que dans la disposition contractuelle, il y avait cette clause de réparer les routes dans votre contrat, il appartenait donc à la population de se lever et attirer l'attention de votre entreprise, mais aussi de l'État, pour dire attention, la route, elle était prévue dans le contrat, mais voilà, vous n'êtes pas en train de le faire. Clair, ok? Ça rend les choses un peu plus claires. Voilà. Donc c'est eu égard à cette situation. Moi j'ai pris le volet argent financier de la question du monsieur, ok? Raison pour laquelle j'ai dit, si c'est à parler des dispositions que nous avons avec l'État par rapport à la concession liée au volet financier, si c'est public, l'État peut décider de le publier, mais moi je ne peux pas vous le donner, c'est ce que j'ai dit. Mais si ça relève des études d'impact environnemental, des études de faisabilité de la concession, certains rapports techniques même qui sont délivrés suite aux visites des ministères, beaucoup de ces informations sont sur le site de Victoria Oil and Gas. Et la partie liée aux obligations vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la communauté, bien que cette partie-là. Oui, je pense. Si vous lisez l'étude d'impact environnemental et social qui est sur le site internet, il y a un volet là, c'est vrai que c'est pas très étoffé, mais il y a certaines choses. Cette partie du contrat là, celle-là aussi, non, on a mis dans l'étude d'impact, dans le rapport de validation de l'étude d'impact environnemental et social. C'est pas libellé dans le site comme contrat. C'est la validation de ISAE, l'étude d'impact environnemental et social. Mais vous n'avez que les obligations financières avec dans le contrat. C'est quand même impressionnant. Je ne veux même pas vous prendre de nos obligations. Il y a les informations sur le site internet. Si vous tapez www.victoriaoilandgas.com, vous allez voir
le Baba Extraction Project, ok? Vous allez voir le Environmental Impact Assessment, Feasibility Studies, Technical Reports, tout ça est dans le site. Donc on va prendre... Victoria Oil and Gas. Merci beaucoup pour la parole. Je reviens un peu sur les procédures d'indemnisation. Ouais. Comme mon collègue l'a dit, en tant que classe civile, nous sommes préoccupés par rapport à cette situation-là. Nous aussi. Parce que généralement, lorsqu'un projet minier arrive, c'est une bonne nouvelle naturellement. Elle doit être une bonne nouvelle pour les communautés, parce que le projet vient améliorer les cadres de vie des communautés. Alors, ce qui s'assuit souvent, parce que nous vous avons dit que nous provenons de pays où il y a d'autres projets, ce qui s'assuit souvent, c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'arrivée du projet, au lieu que ça soit une bonne nouvelle, ça change et ça devient à des relations de confrontation entre les communautés, l'État et les entreprises. Et ma question, quand vous avez parlé de cette question-là de réglementation, vous avez dit, bon, généralement, c'est que les décrets donc, le ministère propose, souvent, les indemnités ne sont pas justes, généralement. Vous avez dit, vous allez faire bon, c'est une question de discrétion. Je voulais savoir si votre entreprise, qui à mon avis, des projets peut être cotés à la bourse, n'a pas d'abord à son propre essai de procédures d'indemnisation qui sont avantageuses. Ça, c'est peut-être quoi la première des choses. La deuxième des choses, comme il l'a dit, j'ai cru voir, quand je fais des recherches au Congo, j'ai surfé, j'avais vu que le Cameroun a aussi ratifié d'autres obligations au niveau international. En rapport avec la délocalisation ou la délocalisation ou les expropriations. À ce niveau-là également, là-bas on montre clairement qu'il faut d'abord explorer donc, les alternatives avantageuses pour les communautés avant de prendre toute autre décision. Et généralement on dit qu'il faut les consulter. Or, à ce niveau-là, entre les États et les entreprises, il y a toujours un problème. Parce que l'entreprise, comme vous l'avez dit, vous, en tant qu'entreprise, vous allez suivre ce que l'État dit. Mais il y a des problèmes qui se posent. Et je ne sais pas si vous avez déjà, vous souciez de mesures diligentes pour éviter, comme mon collègue a dit, pour éviter que vous indemnisez les communautés de manière qui ne soit pas juste, et qu'après, qu'il y ait des confrontations, et généralement en tant qu'entreprise, je sais que vous souciez également de votre image. Est-ce qu'il y a des politiques internes chez vous qui envisagent des diligences au-delà donc des normes qui sont éditées par le gouvernement, qui ne sont pas justes, pour éviter que ça vienne à ce niveau-là? Est-ce que pensez-vous que vous allez trop associer les communautés pour arriver à déterminer justement les indemnités, ou bien vous allez faire la discrétion, donc en vous basant sur les décrets, ce qui ne risque pas de résoudre le problème, effectivement, parce que vous avez le souci d'être en paix avec c'est un investissement à long terme, le bénéfice c'est vraiment à long terme. Voilà un peu de quelles préoccupations vous mangez par rapport à ça. Mais si vous me permettez de vous dire, ne soyez pas soucieux, parce que nous tenons l'exemple de ce qu'il dit, lui dit sans savoir. Non. Quand ça devient trop long, je ne pourrais pas Je clarifie seulement que l'exemple de ce qu'il dit, c'est que si vous prenez l'approche du ministère, un pied de maïs c'est 25 francs. Ah oui. C'est ça, l'approche du ministère. Une organisation internationale, l'approche de la Banque mondiale, un pied de maïs, ça va au-delà de $2. C'est ça qu'il veut dire. Vous venez à vos deux questions. Ne soyez pas soucieux parce que nous n'aurons pas de problème avec notre population. Okay? Je ne saurais pas bien le traduire, mais il y a un truc que nous avons participé à faire, mais pas ici, c'est qu'on appelle le Supplementary Compensation Plan. Okay? C'est un peu ce que vous dites. Est-ce que nous avons un plan interne pour aller au-delà de ce que l'État demande? Le plan de compensation supplémentaire. Voilà, oui. Supplementary Compensation Plan. Okay. Donc, nous, et vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que je vais dire, ça, c'est une disposition qui est discrétionnaire à celui qui fait les compensations. Okay? Donc, si Rodeo pense, avec les exemples que vous avez donnés, que le pied de maïs coûte 25 et 25 n'a aucune valeur au Cameroun, on ne peut pas donner 25, on va donner peut-être 75 ou 100 francs. Ça, c'est à la discrétion de Rodeo et il n'y a rien qui l'oblige à augmenter ce qu'il doit augmenter sur ces 25 francs. D'accord? Je reconnais que
le performance standard de l'IFC ou de la Banque mondiale demande que lorsqu'on exproprie les gens, on doit s'assurer qu'ils ne vivent pas en deçà de là où ils étaient avant. Okay? Mais comprenons un peu ce qui existe dans le contexte de ce projet, dans le contexte de cette entreprise, de là où nous sommes là maintenant. Okay? Beaucoup de personnes qui vivent ici n'ont pas le droit de résider ici. Okay? Parce que ce n'est pas nous qui avons découvert le gaz ici, ça a été découvert depuis 1952 et ça a été dans la carte de la ville de Douala classé comme un endroit où les gens ne doivent pas habiter. D'accord? Donc, l'État ne peut pas soutenir leurs revendications si jamais ils ont des revendications. Pour l'instant, il n'y a pas de revendications, ça je peux vous le garantir. Okay? Et en interne, nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire pour qu'ils soient contents avant de partir. Raison pour laquelle, en répondant à la dame, j'ai dit que nous n'avons pas un programme de recasement. Nous n'avons pas un programme de recasement ou de réinstallation parce qu'ils n'ont pas le droit légal de vivre ici. D'accord? Mais nous allons prendre les mesures qu'il faut. Nous sommes déjà commencé à le prendre depuis qu'on a eu le décret pour s'assurer que ceux à qui on doit donner de l'argent, que ça ne soit pas forcément ce que la valeur ministérielle demande, que ce soit que je vais le rendre content et qu'on ne doit pas avoir de problèmes après. Ok? Ce que nous allons faire. Parce que, oui. Est-ce que ça va faire. Pourquoi est-ce que les entreprises souvent évitent de compenser bien? Est-ce que c'est, s'il vous plaît, est-ce que c'est une charge qui appartient aux investisseurs ou ça peut être incorporé au projet? Et les entreprises n'évitent jamais. Bon, je ne sais pas votre expérience, mais les entreprises n'évitent jamais. Et je veux vous dire qu'il n'y a personne dans le monde entier qui veut perdre de l'argent. Chaque personne qui veut sortir de l'argent, il doit avoir une motivation pour sortir cet argent. Okay? Donc la motivation que nous avons de mettre à la direction de VOG, c'est de s'arranger à ce que ceux qui vont partir d'ici partent étant contents et c'est ce qui va être fait. Okay. Madame. Si j'ai bien compris, vous avez dit vous livrez du gaz à SABC par exemple. SABC qui est à Bali. Non, pas Bali, de Coty. De Coty, oui, votre roche. De toutes les manières, quand je regarde votre environmental impact assessment, il parle uniquement de l'impact environnemental dans la zone de l'Obaba. Ok. Il ne parle pas, nulle part il n'est fait mention de passer vers vos clients. Donc ma question, en fait j'ai deux questions par rapport à ça. La première c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'étude d'impact environnemental de passer vers vos clients. Et la deuxième c'est que c'est vrai, il y a eu des concertations publiques où des populations étaient associées. Quand bien même, à mon avis, la qualité même des personnes qui font partie des listes et qui ont émargé dans ces listes, elle est à remettre en cause. Au regard de ce qu'on a comme population d'échantillonnage, moi j'aimerais savoir quelle a été la méthode d'échantillonnage, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails véritablement. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les résultats de l'impact environnemental qui a été mené ont été retransmis au niveau de la population. Je prends un exemple très simple. La boutique que vous avez juste en face à l'entrée là, si on va interroger les gens là-bas, est-ce qu'ils peuvent dire exactement quels sont les risques qu'ils courent à être là, c'est-à-dire venant de vous? Est-ce qu'ils peuvent parler de rodéo comme étant, je veux dire, est-ce qu'ils ont une connaissance de rodéo à votre avis? Si je veux, pour m'assurer que je ne perds rien, vous posez la question de savoir quelle est la mesure qu'on a prise par rapport à l'environnement sur notre réseau, dans l'exportation du gaz appartenant d'ici chez SABC par exemple. La deuxième question de savoir, est-ce que les gens qui sont autour de notre site sont au courant de l'impact que notre site peut avoir à l'heure, ou les risques que notre centre peut avoir, qu'ils courent en restant encore là, ou est-ce qu'ils sont au moins au courant, bien peut-être qu'ils vont partir. La deuxième question, pour être honnête, je ne saurais pas répondre ça à 100%, parce que je suis là depuis presque 4 mois, d'accord, et j'ai trouvé que Rodeo Development Limited fonctionnait depuis 2008 et 2009.
début 2009, ok. Donc, en 4 mois, honnêtement, je ne peux pas savoir tout ce qui s'est passé en 4 ans, d'accord. Mais, par rapport à la vulgarisation qui se passe ici, dans l'organisation que nous avons mis en place, nous sommes en train de recruter dans les mois prochains ce que moi j'ai appelé en anglais Community Relations Officer. Okay. Le Community Relations Officer aura 2 rôles principaux. Le premier rôle, son rôle principal sera de parler à ceux qui sont autour, à proximité de la centrale, ceux qui sont encore là. Le deuxième rôle sera de parler à ceux qui sont sur le voisinage de notre réseau en route. Okay. On va peut-être améliorer sur le volet de communication aux populations. Okay. Dans la première réponse, je ne sais pas vous dire oui ou non, à savoir si la femme qui a la boutique à côté sait exactement ce qui se passe ici. Je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça. Maintenant, est-ce qu'on a évalué l'impact environnemental lié au réseau? Je dirais oui. Okay. C'est quand je vous ai dit à l'extérieur que notre tuyau suit un peu la traversée des rails, c'était une recommandation de l'étude d'impact environnemental. Parce que s'il fallait qu'on utilise l'itinéraire qu'on avait avant, il devait soit passer à proximité de beaucoup de maisons ou détruire plusieurs maisons. Donc, lorsque on peut, autant que faire se peut, on passe au niveau des rails. Parce que déjà, au niveau des rails, nous avons, how do you call clearance? Nous avons le champ qui est concédé à Camrail de ne pas permettre les gens à habiter à 35 mètres des 2 côtés des rails. Ça, c'est ce que l'État a demandé, bien que ce ne soit vraiment peut-être pas ce qui est pratiqué. Donc, en passant au niveau des rails, on élimine déjà la proximité des personnes qui sont autour ou à côté de notre tuyau. Okay? Mais, de plus de cela, on sait que quand vous transportez le gaz dans un tuyau qui a une pression de 5 bars, okay, il faut avoir 5 mètres de chaque côté. D'accord? Et pour éviter qu'en cas de problème, les gens ne soient pas atteints. C'est la raison pour laquelle, toujours comme au résultat de l'étude d'impact environnemental, le gaz n'est pas transporté partout à 5 bars. Les endroits où on pense qu'on ne peut pas avoir 5 mètres de chaque côté, on diminue la pression dans ces tuyaux-là à 2 bars, à 1,5 bar, pour s'assurer que le champ de sécurité est maintenu des maisons, entre les maisons et les tuyaux. Okay? Donc, nous avons fait, je ne sais pas pourquoi ça ne figurerait pas, moi je ne suis jamais entré dans le site de Victoria-Oil-and-Gas. Okay, je ne sais pas ce qui est écrit dans leur rapport, mais je pense que ce que nous faisons, c'est une recommandation d'étude d'impact environnemental. Donc, ça veut dire que ça a été fait, ça a été pris en compte. On va terminer la visite, mais j'ai 2 petites questions avant de partir. La première, est-ce que vous pouvez nous donner l'estimation de ce que vous avez déjà payé en termes de taxes à l'État jusque-là? La deuxième, est-ce que vous avez adhéré, en fait, vous faites partie de l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, une initiative tripartite qui regroupe l'État, la société civile et les compagnies qui exploitent les mines de pétrole au niveau du gaz. C'est une initiative à laquelle le Cameroun a adhéré, où les compagnies ont l'obligation de faire partie. Et dans le cadre de cette initiative-là, les entreprises doivent communiquer ce qu'ils payent à l'État. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce que vous faites partie de l'ITIE? Ça c'est l'une des questions. La deuxième c'est, est-ce que vous pouvez nous communiquer le montant que vous avez déjà payé au niveau payé à l'État? Parce que c'est une obligation depuis que le Cameroun, l'État du Cameroun, a adhéré à cette initiative. Les entreprises qui sont en exploitation, comme les vôtres, ont l'obligation de publier ce qu'elles payent à l'État. Voilà les 2 derniers, je pense qu'on aura terminé. Je ne sais pas, notre site est mis à jour à partir de Londres, ok? Je ne sais pas qui met notre site à jour. Donc, honnêtement, sans vous mentir, je travaille pour Victoria-Oil-and-Gas, mais je suis entré dans ce site 2 fois depuis que je suis là. Pour raison de mes occupations. Donc, je ne sais pas s'ils ont publié les taxes dans le site internet, ok? Mais si c'est une réponse qui vient de moi, je ne sais pas. D'accord? Donc, si c'est sur le site, vous pouvez regarder victoriaoilandgas.com
si ces informations sont là, vous pouvez voir. Si ce n'est pas disponible sur le site, est-ce qu'on peut quand même avoir accès à ces informations? Oui, si vous venez lundi, non, vous partez demain. Ceux qui sont camerounais, oui, vous pouvez passer voir Simon, il peut vous donner ces informations, il n'y a pas de souci. Je crois. La deuxième. Oui. Non, je pense que les l'ITIE, est-ce que vous avez l'intention de... Bon, si c'est une obligation légale, pourquoi pas? Nous avons l'obligation de se conformer à ce qui est demandé dans tous les pays où on va opérer. Si c'est une obligation légale, on va courir pour faire partie de... Vous appelez quoi? L'ITE. Mais ce dont je sais un peu plus, c'est... il y a... Lorsque on passait les tuyaux de Côte-Cove, lorsqu'on passait les tuyaux de Côte-Cove entre Cameroun et le Tchad, il y avait ce comité qu'on appelait le comité de pilotage et de gestion des pipelines. Pipeline Steering Committee, ok, dont nous faisons partie. Et bon, sûrement ça ne fait pas la même chose peut-être. D'accord. Donc, pour rejoindre cette initiative, si c'est une obligation, on va la rejoindre. EITI. Ok, EITI. I'll check that. Mais rassurez-vous, bon, je ne veux pas vous convaincre, je ne vous vends pas Rodéo, mais je vous dis la vérité, tout ce que l'État camerounais peut obliger, peut demander à une entreprise dans notre secteur, soit nous le faisons ou nous sommes disposés à le faire. On n'a aucune réticence à quel que soit ce qui est légal à faire. Et lorsqu'on va commencer à mettre notre site à jour comme on veut, vous allez voir que quand vous allez comparer ce que l'État demande par rapport à certaines choses et ce que nous avons fait, vous allez voir qu'on est toujours allé au-delà de ce que l'État nous demanderait de faire. Ok, merci. Je crois qu'on va terminer. On va terminer par un mot de remerciement à Rodéo, à vous-même et à toutes les personnes qui nous ont accueillis sur le site. Donc on vous remercie pour la patience aussi. Mais j'ai deux petites recommandations suite aux observations quand même qui ont été faites. Je crois quelque part quand même le fait que vous n'ayez pas pu prendre le dispositif pour nous permettre d'aller de près, pour qu'on explique chaque étape, que les gens aient la possibilité de regarder. Pour nous, c'est un grand regret. Parce que la demande pour cette visite a été introduite au mois de février. Et le directeur général avait donné son approbation depuis le mois de février. Et donc, depuis là, on a été en contact avec l'un de vos collègues pour la préparation de cette visite. Donc, c'est assez surprenant quand même que vous nous dites, c'est depuis hier seulement, que vous avez été informé de la visite et que vous n'avez pas été briefé sur... les raisons de la visite. Donc pour nous, quand même, c'est un grand regret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Nous sommes désolés. La deuxième chose, c'est qu'on aurait quand même souhaité avoir... vous avez été très, très disponible, mais on aurait souhaité avoir quelqu'un qui est là quand même depuis pas mal de temps pour répondre à toutes les questions quand même qui sont restées. Quelles questions n'ont pas été répondues? Qui sont restées. Par exemple, la question de l'ITIE, c'est important. Quand on vous demande combien est-ce que Rodéo paye à l'État camerounais en termes de taxes, c'est une question importante. Parce que ce sont ces taxes-là, si le gouvernement dit c'est à nous que revient la construction des routes, ce sont ces taxes-là qui permettent au gouvernement de construire les routes. Mais madame, ne soyez pas... Ne regrettez pas assez. Okay? Si la question c'est de savoir si Rodéo fait partie de l'ITE ou encore les taxes qu'on paye, je pense que monsieur s'est porté volontaire de passer la semaine prochaine. On peut lui donner l'information. Ça n'est pas compliqué. Donc, ça, c'est pas une information perdue. Par rapport à faire partie de l'ITE, j'ai dit, je ne veux pas vous... Excusez-moi, je ne veux pas vous dire des choses qui ne sont pas vérifiables. Ça, je ne sais pas. Ok? Mais ça me prend 2 minutes de vérifier. Si vous lui faites assez confiance, vous donnez l'information quand il passe. Ou moi, je ne sais pas si c'est votre adresse email qui est ici. Dès que moi j'arrive au bureau, je peux vous envoyer. Et s'il vous plaît, sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que en fait, depuis, je me suis posé la question, quand vous faisiez le briefing, quand on était encore au niveau de Bonapiso, vous disiez qu'on ferait 4 vagues de 10 personnes. Et je n'ai pas compris
Je me suis dit 4 vagues de 10 personnes, c'était Non, 2 peut-être... vagues, il a dit, il fait Par des 10, vagues de 10 10. Donc je me suis dit, peut-être qu'on fera par 10. Et puis je n'ai pas compris. Quand on a changé ici, que le discours change. Voilà, Je n'ai rien compris en fait. Le discours a changé pour 2 raisons. Ok, je réitère une chose. Moi, j'étais mis au courant de votre visite hier. J'ai pris la peine d'appeler madame. Malheureusement, j'ai oublié son prénom. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que je suis au courant de votre visite hier. J'ai posé quelques conditions qui étaient également tard pour elle de les mettre en place. D'accord. Donc j'ai dit ok, comme c'est déjà préparé et c'est quand je ne peux pas dire vous allez venir, on va voir comment gérer. D'accord. Et au bureau, je vous ai dit que vous allez faire par vague de 10 personnes. C'est ce que je voulais faire jusqu'à un moment. Mais au niveau d'arrivée ici, on est en train de produire. Ok. Donc le gaz est en train d'être exporté chez le client. Et quand le gaz est en train d'être exporté chez le client, moi, je n'ai pas. Je suis vraiment trop regardant par rapport à n'importe quelle personne qui rentre dans la centrale. Donc pour laquelle je me suis dit que c'est pratique pour nous, pour éviter la double frustration, que vous mettez à une distance d'esprit de la centrale, on vient discuter dans la salle. Oui, parce que nous avions demandé depuis de nous communiquer des informations sur les dispositifs de sécurité afin que nous les communiquions aux participants avant qu'ils n'arrivent. Il y a des participants hier qui, s'il vous plaît, qui après votre entretien avec Erika, ont dû sortir dans la nuit pour chercher un type de chaussures et tout. Et alors qu'on avait demandé à votre collègue de nous dire est-ce qu'il y a des informations ou un dispositif particulier que les participants doivent prendre depuis leur pays. Donc je pense que la prochaine fois, il faut quand même prendre au sérieux cette demande parce que les gens viennent de très loin pour Yaoundé et de Yaoundé ils viennent de très loin pour Douala. Et donc quand on arrive et puis on reçoit une réponse du genre non, on a simplement été informé. Et ça pose quand même un problème. Madame, au nom du directeur général de Rodeo et à mon nom propre, je suis sincèrement désolé. Ok, il y a eu un problème de communication grave. D'accord. Moi, j'ai votre email. Toutes les 2 questions qui n'ont pas été répondues maintenant, je vous envoie les réponses. Ok. Et puis, bon, je ne vais pas vous demander de sortir de tous vos pays, de revenir demain, mais si jamais vous voulez encore venir, je vais vous donner mon adresse email. Ok. Parce que c'est moi qui organise cette visite. Donc, pas de problème, on va communiquer mieux. Voilà. Merci. Merci. Je vous reçois comme ça d'une manière tellement improvisée, mais vous allez vous excuser. Et c'est ce matin, qu'on a reçu un coup d'appel, nous annonçons votre arrivée. Et j'ai essayé, en ce qui me concerne, d'alerter les riverains concernés et en leur disant que plus tard à 15 h, il faudrait qu'on soit ici pour pouvoir vous accueillir. Bon, donc, je les vois venir là, donc petit à petit, ils viennent. Et donc, moi, mon nom, c'est Mathieu Dembississimo. Je suis le président du collectif des riverains à l'égard de ce quartier. Comme profession, je suis ingénieur génie civil de travail personnel. Je suis pasteur, je suis président du collectif et c'est à ce titre-là que j'essaie un peu de gérer et de contrôler cette communauté qui, je vous l'annonce, en a ras-le-bol et est déjà prêt à pouvoir passer à l'action si nos autorités continuent à nous laisser dans cette situation de mépris et de désinformation, aucune information. Nous sommes au courant de rien. Et comme madame a tout à l'heure constaté en déplorant, non, c'est la dame de haut. Une maison avec des toilettes modernes, j'ai pas de petits enfants ici, j'en ai pas de petits là. Depuis 3 ans que l'entreprise s'est installée, nous avons sevré d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Imaginez une maison comme ça avec des gens. Depuis 3 ans, j'avais 2 voitures. C'est bougé à cause de l'eau que j'allais chercher matin et soir pour essayer d'approvisionner la maison. Et depuis, je suis à pied. Donc c'est vrai, un peu vous donner un peu une impression de la situation déplorable dans laquelle la société nous a plongé. Et nos autorités, les autorités camerounaises, ne nous disent rien de bon. Ils nous disent tout simplement, attendez, la société, c'est une société, comment ils appellent ça, société, quoi, c'est quoi là? Il marque sur la photocopie avec cachet de l'administration que retrait du titre foncier en compensation du projet Rodeo. C'est-à-dire que la photocopie qui nous donne de garder pour réclamer autant convenable, c'est marqué dessus indemnisation projet Rodeo.
Alors quand la société Rodéo se permet de vous dire que le terrain appartenait à l'État, mais ils se contredisent eux-mêmes. Si déjà au niveau de l'administration du domaine, on nous a donné des preuves. Parce qu'au départ, nous ne voulions même pas donner, moi-même personnellement, je ne voulais pas donner mes 2 titres fonciers parce que nous avons 2 titres fonciers. On ne voulait pas donner. C'est par le canal d'une amie procureure qui nous a dit que de toutes les façons, les titres, vos titres même se trouvent à la conservation. Les originaux, personne n'a le titre au Cameroun, ça se trouve à la conservation. Et je suis allé voir dans des gros registres qu'on ne remet à personne. Que regarde, le titre qu'on vous donne, c'est en fin de compte la copie. Bon, et les domaines récupèrent dans nos copies et donnent la photocopie et signent comme quoi ils ont retiré pour indemnisation projet Rodéo. Donc, ils n'ont pas ils n'ont pas le droit de vous dire. Ça, c'est ce qu'ils racontent depuis 5 ans. À chaque fois qu'on a des problèmes, ils disent toujours que c'était d'utilité publique. Moi, j'ai aménagé autant pour être avec nous. Je commence par dire que, franchement, je salue l'initiative de nous avoir contactés directement. Parce que si vous passez par ces soi-disant autorités traditionnelles, peut-être vous ne finirez même pas l'information. C'est pas la première fois que même la personne donne des notes d'études pour les convoquer à une réunion pour nous dire à l'avant, des jours avant. Et c'est à peine quelques heures avant la réunion qu'on passe dans les maisons, sachant que nous sommes au travail, sachant pour ne pas nous impliquer dans la chose. C'est vous dire qu'il y a un jeu là qui se joue. Les autorités traditionnelles se jouent de nous, les autorités administratives se jouent de nous. En fait, tout le monde se moque de nous. C'est un peu ça. Et l'impact de la société sur la population est vraiment négatif. Depuis qu'ils sont là depuis 3 ans, ils nous ont tout berné par les paroles et nous avons trouvé un peu laissé faire, croyant un peu à ce qu'ils disaient. Mais il y a à peu près 3 à 4 mois, que le fameux décret que nous avons tout le temps attendu, on nous dit toujours qu'on ne fera jamais rien tant que le décret du Premier ministre n'est pas sorti. Or, ce décret est sorti, donc depuis 4 mois, nous avons une copie. Je n'ai pas ici, il est dans mon bureau. Je ne sais pas si l'un d'entre nous peut en avoir une copie ici. Et ce document n'est pas publié jusqu'à ce jour. Ils nous ont tenus cachés. Ce n'est pas des voix, je vous assure, des gymnastiques terribles que nous avons eu des copies, des connaissances de Yaoundé. Donc les autorités nous cachent tout. Et voilà, comme vous avez vu, notre bien-aimé, il vient de remettre un document. J'aime le document, je n'ai pas encore jeté un coup de main. En fait, il a été délégué par nous à Yaoundé. Lui-même pourra peut-être faire un bref compte rendu pour aller déposer nos plaintes, parce que nous avons ras le bol. Le préfet, parce que le chef en somme de ce projet, c'est le préfet. Mais le préfet, c'est une partie, mais la SNH, c'est une des grandes parties, parce que la SNH a un pourcentage. Et quand nous sommes butés, parce que nous avons l'habitude d'attaquer Rodéo, Rodéo dit, allez voir la SNH. Qu'est-ce que la SNH a dit? Donc, il faudra penser aussi à rencontrer les responsables de la SNH qui sont à Yaoundé, puisque je crois que vous venez de Yaoundé. Oui, la SNH, parce que c'est la SNH